Y a des scénaristes pour les dessins animés? Ouais, enfin si on veut. Salut les fidèles Simpson Maniacs. Oui, je commence comme ça car les plus fidèles d'entre vous se souviennent qu'il y a des années de ça, j'avais fait une vidéo sur les scénaristes et même une sur John Swartzwelder précisément. Certains pourraient penser à une redite, mais vous savez, à l'époque des Parlons Simpson, au début, je voulais juste que ce soit des petites pastilles de 5 minutes. Je restais volontairement assez en surface. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à me frustrer et ainsi, petit à petit, j'y ai mis plus de temps, je les ai plus fouillés. Et comme j'ai survolé le sujet à l'époque et que j'ai beaucoup à dire aujourd'hui, si fatalement on parlera aussi des scénaristes en eux-mêmes vu le sujet, je voudrais parler plus précisément de l'écriture des épisodes. Comment ça se déroule, comment ça a évolué. Vous savez qu'au tout début, la première saison, certains scénaristes avaient accepté de bosser sur la série faute de mieux. Aujourd'hui, même si elle n'est plus qu'à l'été, je pense que peu de monde dirait non aux Simpsons. Mais Mike Reiss, qui avait écrit des films, des séries comme Alf ou pour Johnny Carson, était durant un temps assez peu satisfait car il écrivait maintenant des cartoons. Et oui, le ton péjoratif est volontaire. À ce moment-là, à la télé américaine, l'animation n'avait pas acquis ses lettres de noblesse d'aujourd'hui, c'était pour les gamins le samedi matin. Par conséquent, il l'avait caché à d'autres gens du métier. Dans la première salve des scénaristes, on retrouvait des gens comme Al Jean, John Swartzwelder, ceux-là vous les connaissez si vous suivez mes vidéos depuis un moment, mais aussi John Vitti, George Meyer, Wallace Wolodarski et Jake Hogan qui était un des rares à vouloir rejoindre la série. Et oui, ça a manqué un peu de femmes, il faudra quelques années avant qu'il y en ait plus. Mais sachez que l'épisode par lequel tout a commencé, Noël Mortel, avait été écrit par Mimi Pound, qui apparemment n'aurait jamais rejoint l'équipe parce que Sam Simon en plein divorce ne voulait pas voir de femmes dans la salle d'écriture. Ouais. Bon, peut-on dire que vu les conditions de départ, c'était un mal pour un bien? Oui, car au début, il devait bosser dans une roulotte. Oui, vraiment, il n'avait pas encore de bureau, la Fox croyait vraiment en eux. Ça avait quand même eu une répercussion positive, ils étaient persuadés qu'ils seraient vite retirés de l'antenne. Alors ils s'étaient dit, allez, on donne tout, faisons les blagues qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Et oui, dès la première saison, si on y réfléchit, il y avait des gags qu'on n'aurait vu dans aucune autre série en 1989. Allez, un exemple parmi une tonne, restons sur Noël Mortel. Ce moment où Bart va chez le tatoueur. Un cœur avec écrit mère. Oh, attends voir. Tu as quel âge, toi? 21, monsieur. Va t'asseoir derrière. Dans 99,9% des séries live, c'est pas possible, ça ne marche pas, ou alors une série à l'humour vraiment absurde, comme celui des frères Zucker. Et dans un dessin animé pour enfants, ça ne serait pas passé. Et vu que les Simpsons c'était pour ainsi dire le seul dessin animé qui n'aurait été pas destiné aux enfants, les premiers temps, l'humour des Simpsons apportait un vent vraiment frais. Et je parle des blagues, mais c'est pareil pour les intrigues, hein. D'un épisode sur l'autre, ça pouvait être très dissemblable. Ce qui n'était pas sans inquiéter la Fox, qui avait déjà commandé la saison entière sans voir de pilote, mais bon. Ça a été le succès que vous connaissez, le staff qui, à l'époque, sortait beaucoup ensemble après le travail, au cinéma par exemple, des choses comme ça, avait découvert la diffusion dans une sortie au bowling. La saison 1 entière a été un succès, et là, soudain, il y a eu plus de monde désireux d'écrire pour la série. Ah oui, maintenant qu'il y a plus de 30 millions d'Américains qui regardent, hein, comme par hasard... En même temps, au début, les scénaristes ne se rendaient pas compte de la masse de travail. Ils étaient peu nombreux malgré quelques freelances. À peine finissaient-ils quelques scripts qu'il fallait repasser dessus, alors qu'ils en avaient encore à boucler. C'est pour ça qu'ils finiront par promouvoir plus de monde, qui était déjà dans le coin, hein, mais pas scénaristes à part entière. Ont intégré pour de bon l'équipe dans la saison 2 des gens comme Jeff Martin ou David Stern. Le succès leur permettait quand même d'avoir pendant un temps des conditions pour écrire légèrement meilleures qu'avant, mais You have no idea how shitty the room was, and we were writing it in like a flop house. ouais, vraiment légèrement, quoi. Literally a place like a heroin den. Ouais, peut-être pas en fait. My wife brought our daughter, who was like 2 at the time. Do you remember this? I remember. And my wife that night said, like, I'm never going there. I lost my What was I thinking? Quoi qu'il en soit, je parlais de Sam Simon il y a 2 minutes. Il y avait alors une sorte de guerre froide entre Matt Groening et lui, dont j'ai parlé plus en détail dans un épisode consacré, qui s'est heureusement arrangé avec les années. Mais question de direction que devait prendre la série, le fait est qu'il avait des bonnes idées. Il disait « l'histoire au-dessus de tout et aimez vos personnages ». Aimer vos personnages, on a l'impression effectivement que c'était le cas. Les scénaristes ont su insuffler aux membres de la famille une certaine alchimie, des sentiments, des histoires qui font que le spectateur se sentait investi par ce que vivaient les personnages, et ne se demandait pas pourquoi il avait passé 20 minutes devant ce programme. D'autres séries arrivaient plus tard avec des qualités, hein, sur certains points, peut-être plus que les Simpsons, mais pas forcément celle-là, ou pas autant. Même dans des saisons plus récentes, hein, je vois des scènes qui ne payent pas de mine, mais font vrai petit moment qu'une famille pourrait vivre. Et chaque scénariste avait son ou ses personnages fétiches. Beaucoup adoraient écrire pour Burns, Al Jean adorait écrire pour Lisa, au moins il y en a un parce que beaucoup détestaient ça, notamment Swartzwelder. David Stern aimait écrire pour Marge, mais Homer avait souvent la palme. Et figurez-vous que Krusty est devenu juif sur une blague d'Al Jean qui avait lancé « son vrai nom devrait être Krustovski », ce qui a beaucoup plu et a été validé. Mais une fois l'idée acceptée, ils se sont pourtant pris la tête car le débat à la fin entre Bart et Rabbi Krustovski, pour l'écrire, ils ont fait appel à 3 rabbins consultants.
Qui aurait cru voir ça en regardant les shorts du Tracy Ullman Show? Un homme a déclaré que ça l'avait poussé à contacter son père pour la première fois en 25 ans. Donc oui, je confirme ce que je disais. Grâce à l'écriture recherchée, les fans avaient un vrai attachement au personnage. Maintenant, bon, les scénaristes n'étaient pas regardants sur tout le temps non plus. Je vous avais déjà parlé un jour du fait que Willy le jardinier avait été créé par accident, mais c'est pareil pour Disco Stew par exemple. Placé pour le gag avec une seule réplique... Stuart, tu devrais l'acheter. Hey, Disco Stu ne fait pas de pub. Il est revenu ensuite et est devenu ce personnage en place depuis 25 ans. Et on a failli avoir un personnage dans la même veine, nommé Gravy Wallace, qui aimait le gravy, soit dans ce contexte, un mot d'argot qui désigne l'argent, voire l'argent facile. Bref oui, des personnages créés par accident sont devenus parfois importants, et même en étant présentés de manière très négative, les gens s'en préoccupaient quand même. He's now a national hero in Scotland. In fact, in one episode we said Groundskeeper Willie's from Aberdeen, and in another episode we said he's from Glasgow. And why? Because we don't give a shit. But the people in Aberdeen and Glasgow, they care deeply about it. Oui, vous pourriez aussi noter que son père est censé être mort dans un épisode et pas dans un autre, Mike, hein. Mais puisqu'on parle de Mike Reiss, passons à la saison 3 où, avec Al Jean, ils sont devenus showrunners, et il y a pas mal à dire sur cette époque. Sam Simon bossait encore sur les Simpsons, mais moins, il menait aussi d'autres projets en parallèle. Il leur avait simplement demandé de ne pas tout ficher en l'air, quoi. Et comme on dit dans le domaine du jeu vidéo, un véritable crunch time de 2 ans a commencé pour eux, à savoir des semaines hyper chargées qui duraient de 80 à 100 heures. Ils avaient un boulot de malade au-delà de la supervision de l'écriture, sachant qu'ils n'avaient pas été formés à tout. La direction des comédiens, du storyboard, l'édition des pistes vocales, les effets sonores, j'en passe. Ils bossaient même en étant vraiment malades. Al Jean, avec une pneumonie, était venu travailler un jour et avait fait un malaise au point de s'évanouir pendant 1 minute, après un comble avoir trop ri. La Fox n'était pas derrière question stress, hein. Mike Reiss un jour était venu bosser grippé, il avait envoyé un assistant de production lui chercher des pastilles contre la toux, et le lendemain, le responsable du budget l'avait appelé « Mais c'est quoi ces 85 cents que vous facturez à l'émission ?» Reiss, qui en l'espace de 2 ans est devenu obèse à manger n'importe quoi et ne pas faire d'exercice. Entre parenthèses, le type de la Fox dont je parlais râlera aussi comme quoi le staff faisait trop de dépenses en bretzel, c'est vrai qu'ils auraient pu récupérer des coupons, mais bon... Reiss a affirmé plusieurs fois avoir souhaité à l'époque avoir une crise cardiaque pour être débarrassé de cette pression. C'est dire à quel point ça lui pesait, quoi. Une fois, il était tellement proche de craquer qu'il avait pris un jour de congé avec instruction de n'être dérangé sous aucun prétexte. Et on l'a appelé pour un détail mineur dès 7h du matin le lendemain. Mais revenons à l'écriture. Ce sont Al Jean et Mike Reiss qui ont rajouté des étapes au processus d'écriture, sans cesse des nouvelles versions, sans cesse des petits rajouts, et ça se voit. La saison 3 est tellement géniale que je crois que je suis sexuellement attiré par elle, et j'aurais jamais dû faire cette analogie. J'en ai déjà parlé par bribes dans des anciens épisodes, mais voici précisément les étapes de l'écriture. Tout commence par une retraite. Non, pas une retraite comme ça. Les scénaristes se réunissent dans la suite d'un hôtel à Santa Monica, avec vue sur les gens qui s'éclatent sur la plage. Chacun amène un ou plusieurs pitchs qu'ils présentent aux autres en quelques minutes. Ils choisissent les meilleurs pour la saison. Alors après, Santa Monica c'était les premières années, hein. De nos jours, ils font ça dans une salle de conférence sur le terrain de la Fox. Et si au début les présentations de ces histoires duraient quelques minutes, elles ont gonflé avec le temps. Certains viennent avec des aides visuelles, l'un d'entre eux est même venu avec un accompagnement musical créé par sa femme, Al Jean un jour a débarqué avec un script déjà fini. Pour décider si c'est bon ou pas, ils utilisaient à une époque un gong, qui était d'abord un accessoire de cinéma loué jusqu'à ce que le fameux radin de la Fox leur dise « c'est bien nécessaire ». Ils ont ensuite utilisé un petit gong qu'un d'entre eux avait volé dans un restaurant chinois, puis quelqu'un d'autre leur a volé. Depuis, ils se contentent de taper du poing sur la table s'ils aiment. Certaines idées ont été rejetées car trop fades, d'autres parce qu'elles étaient vraiment bizarres, du genre marche kidnappée par des Français cherchant à restaurer la monarchie des Bourbons. Moi je serais les enquêteurs, je chercherais du côté d'un certain Stéphane B. Après, ils ne tirent pas leurs idées de n'importe où, naturellement. Pour la relation entre les personnages, ils s'inspirent fréquemment de la relation qu'ils ont eue avec des membres de leur famille. Et oui, pas seulement les prénoms, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Homer mangeant son sandwich petit à petit, c'est arrivé à Al Jean. Bon, pas à ce point-là, Dieu merci, mais c'est inspiré de sa vie. Ou Lisa qui hallucine après avoir bu de l'eau d'un manège, ce n'est pas inventé, c'est arrivé au scénariste Kevin Curran. Pour le dernier mot, c'est James L. Brooks et le showrunner du moment qui décide. Puis tous ensemble, ils développent une structure d'environ 20 pages pour chaque script, Brooks étant apparemment très doué pour ça, faut être très présent lors des réécritures. Après, chacun de leur côté, les hommes et femmes de l'équipe d'écriture vont plancher seuls sur leur histoire pendant quelques semaines. Lisant le résultat, le showrunner, ou en l'occurrence les showrunners lors des saisons 3 et 4, annotent le script, notant ce qui doit être changé. Puis vient la réécriture où les scénaristes se réunissent et planchent sur ces notes. Ils balancent des blagues pour améliorer le tout, on en reparlera. Il y a ensuite une lecture avec les comédiens, quelques membres du staff, voire des invités, les vénards. Mais ça permet d'avoir un public, et les scénaristes peuvent noter ce qui a fait plus ou moins rire. Puis il y a encore une relecture en prenant ces retours en compte.
Bon, ensuite vient l'enregistrement et le montage audio, ça ce n'est pas le sujet du jour, mais le travail n'est pas fini pour les scénaristes. Il y en a un qui travaille avec les animateurs sur les dessins de l'épisode. C'est beaucoup plus long et beaucoup moins anecdotique qu'il n'y paraît. Prenons n'importe quelle scène. Tenez, en ce moment c'est l'été, vous voyez très probablement cette vidéo en ayant bien chaud. Alors prenons un épisode avec une canicule. Comment les Simpsons doivent être habillés pour cette scène? Maillot de bain? Sous-vêtements? Et quel genre? Ou bien ils vont à la piscine ou à la plage? Pareil, quel style de maillot? Et Marge, est-ce qu'elle porte un bonnet de bain? Et si oui, comment? Et c'est valable dans toutes les situations. Si les personnages principaux et secondaires ont tous une tenue de base, dès qu'une scène sort de l'ordinaire, il faut décider ça. Alors imaginez une scène costumée par exemple. Dans le script n'est pas marqué à quoi ressemble le costume de chaque personnage s'il n'y a pas d'interaction directe dans l'intrigue ou un gag. Il faut décider ça à ce moment-là. Donc, avec toutes ces étapes, vous comprenez aussi pourquoi le premier acte des épisodes n'a souvent rien à voir avec l'intrigue principale. Et dans tout ça, à l'époque, il fallait aussi recruter de nouveaux scénaristes, on s'en doutera. Parfois, certains futurs collaborateurs très talentueux mais peut-être pas encore tout à fait prêts ont pourtant été refoulés, notamment Matt Selman, John Frick et David X. Cohen. Conan O'Brien, néanmoins, était arrivé à ce moment-là. Il bossera notamment sur l'épisode sur Prince, qui ne sera jamais produit. Mais il détient un record inégalé. Lors de la retraite en vue de la saison 4, il était parvenu à vendre 3 scripts à l'équipe. Il dira lui-même que son plus bel accomplissement en termes d'écriture, malgré sa longue carrière et pas dégueu dans le milieu, c'était l'épisode Le Monorail. Mais par honnêteté, il dira aussi qu'il ne peut pas s'en attribuer tout le mérite, parce que comme on l'a vu, les épisodes sont peaufinés encore et encore par le reste de l'équipe. Celui pour lequel ce serait apparemment le moins nécessaire, ce serait... je vous jure que je fais pas exprès. Because the show was internationally such a success, there were always film crews that wanted to come. And I remember one time when this film crew came from Germany, wanted to shoot us in our real process. And he said, I want you to just do what you do, cinema verite, just do what you do. So what we did was sat around, and sometimes I honestly think 10 actual minutes would go by of everyone quietly thinking of what Marge could say. And so this guy said, I'm sorry, but can you move around? Because he wanted it to be the Dick Van Dyke Show concept of a writer's room, where we're playing the piano, we're doing shtick, we're jumping around, and it wasn't that. La comédie, comme le compostage, implique un recyclage intelligent, dira un jour Mike Reiss. Et parlons un peu plus des gags maintenant. Devant le succès de la série, en 92-93, certaines autres essaieront de débaucher les scénaristes. D'autres encore voudront voler leurs propres ailes et créer leur série, dont les showrunners Al Jean et Mike Reiss parti créer The Critic. Et puis, on perdra Sam Simon. Alors dans tout ça, James L. Brooks, que tout le monde appelle Jim apparemment... Oh, je peux vous appeler Jim? Non, James L. Brooks. Brooks donc tenait malgré tout à garder un esprit familial. Néanmoins, c'est pas si facile quand tu perds énormément de monde. Il y aura un bon turnover entre les saisons 4 et 5, et d'ailleurs, je trouve que ça se sent un peu sous l'ère David Mirkin en showrunner. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais les saisons 5 et 6 sont plus... folles. Peut-être faudrait-il leur révéler que tous ces chimpanzés envoyés dans l'espace sont revenus super intelligents. Non, nous ne leur dirons pas ça, messieurs. Passons même ce gag précis, rien qu'au niveau de l'intrigue, Homer dans l'espace, t'imaginais pas ça 3 saisons plus tôt, quoi. Dans la saison 2, déjà, Matt Groening ne voulait pas d'Homer chutant d'une falaise parce que ça lui faisait trop penser aux coyotes. 3 saisons plus tard, ils en font d'ailleurs une parodie. Mais c'est là que dans l'esprit de la salle d'écriture se faisait la différence avec un cartoon. Homer peut tomber d'une falaise, mais après, il doit y avoir des répercussions plus ou moins réalistes. C'est pas... Voilà, pas comme ça. Bon, ça c'est la théorie, mais il n'empêche qu'ils vont s'autoriser de plus en plus de choses. Or, dans la saison 4, ils en étaient encore à se demander lors de la transmutation de Leonard Nimoy dans l'épisode Le Monorail, s'ils ne franchissaient pas la ligne de la vraisemblance. C'est mignon. On peut dire que contrairement à ce que souhaitait Sam Simon, on a pu voir les gags prendre parfois le pas sur l'intrigue. Vous avez énormément d'épisodes aussi où vous avez un gag en rapport avec l'intrigue, mais un autre vient s'y ajouter qui là en dévie un peu de l'intrigue, puis un autre, et au final, on a passé 30 secondes sur un enchevêtrement de blagues. Forcément qu'on met un moment à arriver au cœur de l'intrigue. Et puis bien sûr, la série a développé son style d'écriture bien à elle. Chaque série a sa marque de fabrique. Les Griffins ont les gags déconnectés de l'intrigue, South Park a l'humour trash, les Simpsons, lui, a ce genre de gags affectionnés par les fans. Je vois double, moi. Il y a 4 crustés. Toute cette expédition est aussi inutile que ce caillou jaune en forme de citron. Attends voir. Il y a un citron derrière ce caillou. Ce n'est pas la seule série à l'avoir fait évidemment, mais aucune n'en a fait autant que les Simpsons. Ils sont spécialistes de ça, et encore aujourd'hui, ils le font. Pourtant, si on peut analyser le type d'humour et leurs enclins, ayant pour cette vidéo regardé pas mal de vidéos de scénaristes parlant de leur job avec les Simpsons, ils ne semblent pas réfléchir comme ça. Je veux dire qu'ils ne se disent pas « faisons tel type d'humour, c'est ce qui marchera le mieux ». Non, c'est beaucoup plus simple, c'est « réfléchissons à la meilleure blague possible ». Révolutionnaire, non? Mike Reiss y ajoute le fait qu'il faut être drôle, mais intelligemment drôle, ne pas faire de blagues paresseuses. Bon, parfois je pense qu'on peut dire qu'ils se sont un peu laissés aller, mais en 34 ans, ça aurait été surprenant.
Surtout si une blague fait rire la majorité des gens autour de la table, en principe, elle est gardée. Quitte à risquer qu'elle heurte. Exemple parmi des tonnes, Bart, qui a fait semblant d'avoir le syndrome de Tourette, même pendant 3 secondes, a tellement déplu et soulevé tellement de plaintes que la blague a été changée pour les rediffusions. Jusqu'à ce que South Park en fasse un épisode des années plus tard, mais peut-être le fait que Kyle soit confronté à un groupe qui endure vraiment la maladie a aidé à le faire passer. Mais donc, digression mise à part, pour ce qui est de garder une blague, c'est quasiment démocratique. Plus de la moitié de la salle se marre, on la garde. Maintenant je dis quasiment démocratique, car parfois, la majorité aime, mais le showrunner met son veto. Mais parfois, c'est démocratique d'un point de vue formel, je veux dire qu'il arrive qu'il y a des votes quand ils doivent choisir entre 2 choses. Et puis personne ne doit se prendre pour plus important qu'il ne l'est. Il est arrivé qu'un seul scénariste irritant voulant imposer ses idées bloque l'écriture saine d'un épisode. Dans ce genre de cas, il a fallu lui remonter les bretelles, l'ego doit être mis de côté. Et il faut être prêt à bosser comme un taré. Il y a vraiment des fois où il reste des heures super tard le soir pour une blague. Il leur faut une blague cruciale sur laquelle repose une scène. Tant pis, on reste tant qu'on ne l'a pas. Nous avons passé une nuit blanche, mais ça valait le coup. Et le pire, c'est qu'à une époque, les soirs où ils avaient la chance de finir à un horaire décent, il arrivait que le showrunner dise « Ah bah alors vous pouvez bosser sur les gags du canapé et la punition de Bart ». Mais donc parfois, quand vous trouvez une blague pas terrible, il arrive que ce soit parce qu'ils étaient tellement la tête dans le guidon et à sec que « Eh merde, on va aller dormir, on fout celle-là ». Ou bien l'épisode est un peu court, et bien plutôt que de le pourrir en lui-même, on fait un court-métrage qui n'a pas forcément de rapport avec le reste, ou vague. C'est pour ça, par exemple, qu'on a eu... Les verts aiment l'inverse, les princes, les princesses, oui mais tous les autres aiment Ned Flanders. Pas moi. Même si oui, c'est assez rare dans les anciennes saisons. C'est devenu bien plus fréquent depuis quelques années, surtout qu'ils ont une pub en plus à caser. Alors généralement, c'est après la dernière pub qu'ils mettent ça, aussi court et anecdotique que ce soit. Même s'il arrive des fois que ce soit en début d'épisode, et là, si en plus de temps à autre vous accouplez ça à un long générique et à un long canapé, je me sens un peu comme Milouz dans ce genre de cas. Entrez dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'ils vont aller dans la fabrique de feux d'artifice? Pour 50 blagues qui vont dans le script, on en a pitché 1 millier, a dit un jour Joel Cohen. Non, pas lui. Et je veux pas être méchant, mais sur certains épisodes, ça ne se voit pas trop. Mais oui, tous les membres du staff interrogés disent qu'ils doivent encore plus peaufiner depuis l'ère HD. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite parenthèse, parce que ça ne concerne pas que l'écriture, mais c'est vrai qu'en HD, ce serait bizarre de revenir à la bouillie que les Simpsons mangeaient en tant que nourriture dans les anciennes saisons, ou d'avoir des scènes de foule au Cisarbi. Et donc, pour recentrer sur l'écriture, les choses écrites en arrière-plan, où on se contentait parfois d'un gribouillis dans l'ancien temps, non. S'il y a une affiche, s'il y a un livre, faut pouvoir lire le titre. Et dans la majorité du temps, faut que ce soit un nom rigolo. Et dans tout ça, on conçoit encore plus aisément, surtout si c'est des mois voire des années plus tard, qu'une fois l'épisode terminé, il n'est pas rare qu'ils ne sachent plus qui a écrit cette blague. Il y a des exceptions, les fanions commères brandissaient à une époque, les scénaristes s'accordent à dire que c'est du Swartzwelder. Joel Cohen aussi est très très fort, et Al Jean, lui, c'est une machine. Si une blague rappelle trop celle d'un ancien épisode, généralement, il s'en rappelle et le fait remarquer pour éviter le doublon. Généralement, car j'ai quand même souvenir de quelques doublons à son époque. Et ils adorent aussi faire des références obscures, en admettant que tu te rendes compte qu'il s'agit d'une référence obscure qui t'échappe, parce que parfois c'est tellement bref en arrière-plan, aujourd'hui ça va, avec internet, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'expliquer d'où ça vient. Les premières saisons, c'était une époque pré-internet, donc beaucoup plus compliquée. Et quand je dis référence obscure, croyez-moi, je n'exagère pas. Là, je ne parle pas d'une référence à un film modérément connu, mais où malgré tout, mettons 10% des gens reconnaîtront. Non, je parle de gags qui pourront être captés par un pourcentage infinitésimal. Vous voulez savoir à quel point? Eh ben un exemple. Ça a l'air de... Y a quelqu'un qui a vu le film Tron? Déjà, en principe, vous vous êtes focalisé sur Homer, c'est logique. Mais admettons qu'un pourcentage soit focalisé sur l'arrière-plan. Cette équation-là, elle est fausse. Des années plus tard, David X. Cohen, j'ai déjà parlé de lui fréquemment, quand on lui a fait remarquer, il a dit « Bah oui, je sais, c'est ça la blague. » Oui, je suis certain que ça fait marrer l'Amérique entière ta blague, David. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe, ce sont de gros nerds, dont pas mal sont venus d'Harvard, ou du moins qui ont un cursus assez balèze. Quand ils étaient gamins, ils étaient plutôt du type Lisa, pas Bart. Jeff Westbrook est titulaire d'un doctorat. Ken Killer est lui aussi titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées. Bill Odenkirk également en a un, en chimie inorganique. Dan Greaney est diplômé de la faculté de droit d'Harvard. Al Jean se destinait à devenir médecin, j'en passe et des meilleurs. D'où le fait, devant une telle somme de talent plus le succès de la série, que certains aient été débauchés comme je disais, même si certains ont simplement eu envie de changer d'air. Résultat, beaucoup de nos scénaristes sont devenus plus tard des stars entre guillemets du milieu. Jennifer Crittenden a quitté la série pour travailler sur Seinfeld, certains ont écrit pour des magazines prestigieux, Greg Daniels, qui a écrit 8 épisodes, a plus tard été producteur et scénariste de The Office. Al Jean et Mike Reiss créeront The Critic, oui, mais aussi Teen Angel, attention, cette série qui a eu beaucoup de succès pendant, au moins
6 mois. Reese a fait des réécritures sur des films d'animation au succès énorme. Plusieurs ont écrit des livres, Swartzwelder, Reese, encore une fois, et David X. Cohen, bien sûr, a co-créé Futurama. Là aussi, je pourrais continuer la liste longtemps. Les années acclamées universellement par les fans avec quasi aucune fausse note seront les saisons 7 et 8, avec Bill Oakley et Josh Weinstein en showrunner. Oakley était un grand fanat de la saison 3 et a voulu revenir un peu à cette ambiance. Voilà, ça explique tout, c'est pour ça que les saisons 3, 7 et 8 sont mes préférés. Ils sauront également être raisonnables et diront que, les concernant, 2 années en tant que showrunner étaient suffisantes, estimant que personne ne devrait l'être plus longtemps. Quand on voit qu'Al Jean l'est redevenu en 2001 et l'est toujours en 2023, même si depuis 4 ans Matt Selman est devenu co-showrunner, c'est assez drôle à lire. Mais après le duo Oakley-Weinstein, à partir de la saison 9, le showrunner suivant sera Mike Scully qui finira par couper la salle de réécriture en 2. Pas le bâtiment, non, mais les groupes de scénaristes, et 2 équipes bosseront en parallèle. Il y a depuis 2 groupes de réécriture, parce qu'avec 22 épisodes par an et un processus de réécriture si poussé, ça devait être assez long en termes de journée de boulot. De nos jours, une équipe sort à 18h, l'autre équipe reste plus tard, mais reçoit un dîner gratuit. C'est gratos, hein? Et il y a eu tellement de monde qui a fait du boulot que j'aime avec les années. Richard Apple, Ian Maxton Graham, Dan Greaney, Jeff Westbrook, la barre de carbone la liste est sans fin. Certains aussi feront des retours hyper tardifs. Pensez à Jeff Martin, qui était là lors des saisons 2 à 5. Son premier épisode était Mini-Golf Maxi Beauf dans la saison 2, autant dire la préhistoire, et il est revenu dans la saison 27, 22 ans sans écrire un épisode pour les Simpsons. Mais entre-temps est arrivé Internet en force, et certaines personnes de la salle d'écriture se sont mises à lire les avis sur le forum des No-Homers, ce qui a parfois donné de bonnes choses, comme le fait qu'ils se rendent compte que tel ou tel élément était populaire chez les fans, et qu'ils le fassent plus apparaître. Mais certains considèrent également ça comme une épreuve d'aller là-bas et préfèrent l'éviter. Ils trouvent ça trop violent vers leur travail alors que, même si on peut ne pas l'aimer, ils ont sincèrement tout donné pour faire un bon épisode. D'ailleurs, le Worst episode ever. C'est tiré de ce forum à la base, un entre guillemets fan qui disait beaucoup ça. Je peux totalement comprendre que certains scénaristes veuillent l'éviter, et pourtant, Al Jean se l'inflige, malgré le fait que les attaques nominatives envers lui aient été parfois très dures, au point limite qu'il aurait pu attaquer la personne en justice, parce que certains lui ont souhaité ouvertement de mourir, quoi. Salut, c'est une série télé, vous avez pas de vrais problèmes dans la vie ? En plus, les scénaristes d'aujourd'hui ont la tâche très difficile, ils doivent se battre avec le fait de ne pas trop se répéter. Question gag et question intrigue. Ils doivent écrire des nouvelles histoires alors que, quand on songe à l'ancienneté de la série, entre les histoires principales et les 2/3 des épisodes environ ayant une histoire secondaire, plus un petit nombre d'épisodes avec une multitude d'histoires, les Simpsons ont exploré pas loin de 2000 intrigues dans leur existence. Imaginez la galère de se renouveler. Et une des choses qui n'a jamais changé, ce sont les 9 à 10 mois de production pour un épisode. Donc dès qu'ils essaient de coller à l'actualité, c'est, sinon impossible, au moins très galère. Ils ont pu le faire par exemple pour le Simpsons Horror Show 7 dans la saison 8 parce que le duel Dole-Clinton était annoncé de longue date, tout en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis avec un des 2 candidats. Ou bien dans la saison 28, ils ont diffusé Week-end de dingue à la Havane. Les rumeurs sur l'état de santé critique de Fidel Castro étaient parvenues aux oreilles du monde entier, et comme il y avait pas mal de scènes qui l'impliquaient, ils ont craint qu'il ne meure avant la première diffusion. Il est mort finalement 12 jours après. Mais donc ce sont des exceptions, même si certes ça a aussi ses avantages car ils évitent de plonger dans des modes trop éphémères, ce qui daterait vite les épisodes, ils arrivent tout de même toujours un peu en retard. Et je ne parle pas des contraintes budgétaires. Bref, écrire pour la série est devenu un tel challenge, avec tellement de contraintes, on peut dire qu'il y a des échecs chaque saison, ce qui est vrai et qui était rarissime dans les premières saisons, oui, mais c'est un miracle d'avoir encore des bons épisodes dans tout ça. Et c'est avant tout grâce à tous ces gens qui, à part quelques-uns, sont beaucoup trop ignorés.